une partie de notre idée collective, c'était aussi de pouvoir entendre tous ces professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui sont des acteurs à part entière de cette santé intégrative et durable. Odile, qui est donc sophrologue diplômé universitaire et qui est membre du syndicat des sophrologues indépendants. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la sénatrice, Messieurs les présidents. Merci Alain de m'avoir permis de participer à cette journée. Merci Monsieur le professeur Faye également, dont la présentation a beaucoup résonné en moi. Bon retour dans le milieu hospitalier. Je suis donc infirmière, coordinatrice en éducation thérapeutique et donc sophrologue. La sophrologie a résonné effectivement beaucoup en moi parce que effectivement le patient acteur et auteur de sa santé dans la maladie chronique. Alors à l'hôpital, je suis donc en charge d'un groupe de patients en situation d'obésité depuis 1 an et demi. Et je participe aussi à l'hôpital dans la semaine de la qualité de vie au travail. Alors c'est passionnant. À l'hôpital, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire de la sensibilisation. Les patients sont à même de le savoir, ça leur est proposé dans leur parcours de soins. Soins de support, effectivement, on entend beaucoup parler de ça. Et donc, ils sont très intéressés, veulent savoir. Donc, ça, c'est passionnant à faire. Après, on accompagne plus de monde et ça leur est proposé, c'est entre guillemets gratuit. Donc ils sont très intéressés. On fait beaucoup d'informations. On fait aussi beaucoup de prévention. Je vois à l'hôpital les patients en situation d'obésité, du coup, par leur ressenti, parce qu'ils ressortent des séances, ils sont ils comprennent beaucoup plus ce qui leur arrive. Ils ne sont pas au courant que c'est une maladie chronique déjà. Donc du coup, ils ressentent beaucoup de choses par les séances que je leur propose. Et du coup, leur apparaît aussi tout ce qui peut avoir comme comorbidité au niveau de la maladie chronique. Ensuite, prévention du coup. Et ce que j'aime beaucoup aussi travailler à l'hôpital, c'est tout ce qui est transdisciplinarité. Dans les programmes d'éducation thérapeutique, beaucoup d'intervenants. Donc du coup, on parle beaucoup, on partage. Et c'est vrai que c'est aussi très intéressant de faire des ateliers en binôme. Donc sophrologie avec par exemple tout ce qui est la diététicienne, les manger en pleine conscience, avec les EAPS pour l'activité physique. Aussi, tout ce qui est en maladie pour l'obésité, par exemple, tout ce qui est mouvement est très intéressant. Et avec la sophrologie, on peut le faire beaucoup plus en douceur. Et du coup, c'est très intéressant de faire cette transdisciplinarité, ce partenariat aussi. On parle beaucoup d'alliance thérapeutique avec le patient, mais il existe aussi cette alliance thérapeutique avec les autres partenaires de santé. Du coup, on se rend compte aussi que là, il y a une deuxième intervention non médicamenteuse aussi, qui est l'éducation thérapeutique. Et éducation thérapeutique et sophrologie forment vraiment un bon binôme en intervention non médicamenteuse. Alors par contre, c'est vrai que l'hôpital peut être formidable pour ces interventions médicamenteuses, mais il y a beaucoup de difficultés aussi à l'hôpital. La profession de sophrologue n'est pas listée dans la fonction publique, c'est-à-dire que quand je veux faire mes transmissions, c'est des transmissions d'infirmières. Après, dans le centre de rééducation, on a des actes à côté, c'est-à-dire des actes de rééducation et réadaptation. Je n'ai pas trouvé encore la cotation séance collective de sophrologie. La seule séance que j'ai mise, c'est relaxation. Alors effectivement, si on prend la définition de la sophrologie, c'est une méthode d'apprentissage, d'auto-apprentissage pour le patient, basée sur la respiration, sur des relaxations dynamiques et de visualisation positive. Donc la relaxation fait effectivement partie de la sophrologie, mais pas que. Et on est formé pendant quand même 3 ans à faire beaucoup d'autres choses que de la relaxation. Moi, mon travail à l'hôpital n'est côté que de relaxation. Alors, je mets toujours ça, mais ce n'est pas que ça. Après, voilà, donc il y a encore aussi beaucoup de
d'autres professionnels à l'hôpital qui sont encore un peu sceptiques concernant les contre-indications. Donc c'est encore un travail de longue haleine, mais c'est vrai qu'il faut encore rester vraiment optimiste pour beaucoup de choses. Mais on continue. La semaine de qualité de vie au travail a été un gros travail de sensibilisation de mes collègues et aussi des patients. On a fait les deux côtés de la profession. Ça a été vraiment très intéressant, mais ça reste quand même encore beaucoup de travail à faire et de reconnaissance de cette profession dans le milieu hospitalier. Faut savoir que moi, mes séances collectives que je fais au niveau des patients, je les fais sur mes journées dédiées à la coordination des programmes d'éducation thérapeutique. Donc j'ai dû mettre mes séances ce jour-là, et c'est voilà, quand ça doit changer, ben voilà. Donc il y a toujours encore des problèmes de revalorisation de cette profession dans le milieu hospitalier, même si les patients sont très contents. C'est vrai que j'ai fait une toute petite étude parce que j'ai basé mon mémoire de DU là-dessus. C'est vrai que les patients sont très contents. Il y a des patients qui ne connaissaient pas, qui veulent bien tenter et ils restent, veulent plus de séances. Sauf que il va falloir savoir un petit peu comment faire dans les hôpitaux pour que ça continue comme ça. Savoir aussi que pour traiter juste le problème de la corporalité chez les patients en situation d'obésité, c'est un sujet qui reste quand même assez sensible et intime. J'ai réussi à traiter ça plus globalement en groupe. Ce serait bien de faire des séances en individuel. Aïe, 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 comment je vais faire ? Comment trouver du temps ? Comment demander du temps pour accompagner des patients en situation d'obésité, pour travailler le corps en individuel ? Ça reste encore problématique de trouver, de donner du temps pour ces soins de support, justement, comme on disait, dans le milieu hospitalier. Voilà. Alors effectivement, information, prévention, éducation thérapeutique en plus. Ça ne peut que donner de l'optimisme pour les pratiques non médicamenteuses dans le milieu hospitalier. Voilà, je vous remercie. Merci Odile. Et toujours, questions Je suis là. Oui. Ah oui. Je voudrais dire, en tant que président du syndicat des sophrologues indépendants, nous avons un diplôme universitaire donc en sophrologie à Lille depuis une bonne dizaine d'années, et qu'actuellement nous sommes en train d'en monter au Luxembourg, qui se fait depuis 2-3 années. Et puis aussi, la sophrologie a une norme AFNOR, le sophrologue dans son cabinet, qui a été faite et mise en place par les pairs de la sophrologie. Voilà. Merci Odile pour ta présentation. Ne partez pas tout de suite, il y a une question. Oui, une question. Donc oui, merci pour votre présentation, et je trouve que vous avez soulevé un problème qui est très intéressant, qui est justement la codification dans les structures de soins. Et c'est bien qu'on ait aussi Madame la sénatrice qui est là, parce que c'est peut-être quelque chose qu'elle pourra également faire remonter. Pour ma part, j'ai fait beaucoup d'études médico-économiques, et il y avait une question tout à l'heure sur comment montrer l'impact, mettons, de la réflexologie et le bénéfice en coût qu'on peut en gagner. Mais c'est vrai que si on ne code pas bien tous ces actes, toutes ces pratiques non conventionnelles, ça sera difficile ensuite de pouvoir démontrer l'impact qu'elles ont, en tout cas d'un point de vue économique, et on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà. Merci pour... C'est gentil. Pareil, je voulais juste, j'ai oublié de le dire parce que je suis en route avec beaucoup de choses, mais j'ai plein de collègues qui me disent « Wow, t'es sophrologue, c'est chouette, tu peux pas intervenir chez nous ?» Ça doit être noté dans les projets médicaux des médecins. Si c'est pas noté dans le projet médical, eh ben non. On a un service de grand brûlé chez nous. On m'a déjà demandé d'intervenir pour les démangeaisons sous plâtre. On m'a demandé d'intervenir. Ben ouais, mais le médecin est d'accord. Ah ben non, mais viens quand même, non. Je ne peux pas. Ou alors, c'est pas prescrit par le médecin, c'est pas une prescription. Ça doit être noté non seulement dans le projet médical du médecin, mais dans le portail médical. Enfin, nous, on a HM chez nous, ça doit être noté dans le... Si c'est pas noté, c'est pas noté. Mais si c'est pas prévu, les projets médicaux, ils les écrivent tous les... Après, je sais pas si on a des médecins dans la salle qui peuvent intervenir, j'en sais rien. Mais c'est compliqué. Et pourtant, c'est un terrain d'attraction formidable. L'hôpital, on peut faire énormément de choses, mais on est des fois freiné par les obligations médicales et administratives de l'établissement, tout là-haut. Il y a une question ? Merci beaucoup. C'est juste pour apporter un petit compliment, donc un petit complément, et pour compliment aussi. Merci pour votre présentation. C'est toujours bon à prendre. Après tout. Donc, je suis Émilie Descamps, je suis chercheure au CNRS affectée à l'INSERM. Je suis également réflexologue. Donc, j'ai
plusieurs études en cours sur l'intérêt de la réflexologie. Et il y a quelque chose qui m'a impacté dans ce que vous avez dit, c'est que le médecin peut dire non, mais en recherche aussi. En recherche, pour porter, en fait, on peut monter notre projet, avoir le financement. Si le médecin dit non, Ah, mais oui. on ne peut pas avoir accès au CPP, au comité d'éthique. Donc il y a des études où on a l'argent, on a le protocole, on a tout, mais on n'a pas de médecin qui veut se porter garant pour mener l'étude. Et c'est une problématique. Pour les programmes d'éducation thérapeutique, c'est pareil, si on n'a pas de médecin porteur. Mais nous, en tant qu'infirmiers, on fonctionne sur prescription. Ça, on le sait. Mais après, quand on a, moi, en tant que sophrologue, la frontière est, comme disait, est étanche. Donc c'est compliqué. Pas étanche, c'est très très compliqué. Et se battre là-dessus, c'est des fois fatigant. Mais je suis une grande optimiste. Mais c'est un combat de tous les jours. Mais il y a de quoi faire, en fait. Et ma petite étude, j'ai suivi pendant 2 ans des gens. Les gens sont... Et après, on fait comment ? Moi, j'ai pas, parce que j'ai mon cabinet, je suis auto-entrepreneur à côté, donc pareil, dans 3 ans, j'ai eu un cumul d'activités accessoires. Je vais pas raconter ma vie parce qu'on a du temps, mais c'est aussi l'administration. C'est, ils veulent bien que je le fasse. J'ai dû demander si je pouvais, dans 2 ans, si je vais devoir faire un choix ou diminuer mon temps de travail. Bien, pas bien, normal, pas normal. Voilà. Le débat est ouvert. Merci beaucoup. Odile, il restait une dernière question, mais tu peux rester. C'était juste tout à l'heure, vous avez parlé de soins de support. Alors, comme j'interviens aussi en milieu hospitalier et je suis comme vous, est-ce que la sophrologie est considérée officiellement comme soin de support ? En ce qui me concerne, le shiatsu est considéré comme un soin de confort et de bien-être. Merci. Alors, moi, je suis plutôt dans le bien vivre déjà, parce que je le complète avec l'éducation thérapeutique et c'est vivre avec la maladie. Donc, c'est plutôt dans le bien vivre que dans le bien-être. Après, étant donné qu'en plus, le patient fait, et donc il est acteur et auteur de sa vie. À l'hôpital, que ça soit soins de support ou autre, on a du mal à faire passer. Mais qu'il soit soins de support ou autre, pour l'instant, il faut le faire passer. Donc, mais ils sont plus soins de support qu'autre chose. D'accord. Mais quelle dénomination qu'il est, il faudra que ça rentre. En plus, là, j'ai terminé mon mémoire. Et ils l'ont plus pris dans le cadre du mémoire. Donc maintenant, il faudra passer une recherche ou autre chose. Mais on en a d'autres. On a la réflexo, on a plein d'autres pratiques. C'est pareil. Il y en a même qui ont abandonné, d'ailleurs, parce qu'ils se sont dit, voilà. Mais bon, on va y croire. Merci Odile, merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a une dame qui est tout là-haut, la pauvre, elle avait une question à poser. Donc vous dites que dans le dernier plan cancer, la sophrologie est considérée comme un soin de support. Ah, soin oncologique de support. Oui, d'accord, le terme exact.